sport et des Jeux paralympiques. On en parle avec notre invité Pierre-Olaf Schutt. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes conseiller scientifique de l'exposition à voir en ce moment au Panthéon, Histoire paralympique de 1948 à aujourd'hui, donc Paris 2024. Alors 1948 parce qu'à l'époque, on en a beaucoup parlé, c'était à Stockmanville lors des Jeux olympiques de Londres. Le sport à l'époque était encore une pratique rééducative. On ne parlait pas encore de sport de compétition. Oui, effectivement, en fait, l'hôpital dans lequel était organisé ce premier événement, le neurochirurgien Ludwig Guttmann avait l'idée en fait que les personnes en situation de handicap pouvaient redevenir des citoyens à part entière et avoir une activité, notamment un travail, dans la société. Donc c'était devenu possible aussi parce que les traitements, notamment l'accès à la pénicilline, permettaient à des personnes de blessés médulaires qui avaient des sections de la colonne vertébrale d'avoir une espérance de vie plus importante. Et à l'issue de la guerre, comme c'était souvent des jeunes... Oui, on était au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Exactement, Ouais. c'était important pour eux d'avoir une activité et une vie sociale finalement. Donc le sport devient en fait un moyen, une étape intermédiaire que l'on peut avoir dans l'hôpital pour avoir une activité physique. Et la doctrine, c'était finalement, si on est capable de réaliser des actions sportives, on est capable de réaliser des actions laborieuses. Et c'est ainsi qu'on est passé à la compétition. Aujourd'hui, 64 ans après les premiers Paralympiques de Rome, parce que là, c'était en 1960, la véritable premier Paralympique, on a entendu lors de la cérémonie d'ouverture de ces Paralympiques de Paris, Andrew Parsons, président du Comité international olympique, parler de révolution de l'inclusion. Qu'est-ce que l'on entend par là ? Ah, effectivement, finalement, les premiers temps, c'était une forme d'accès. Avec Guttmann, l'idée, c'est d'accéder au travail. En France, on a une amicale qui se crée à peu près à la même époque, en parallèle, avec l'idée d'accéder au sport qui leur était interdit. Donc, c'est finalement un accès à l'ensemble des activités sociales qui passe par le sport et le mouvement paralympique. Et surtout, en fait, ça peut aller beaucoup plus loin, parce qu'aujourd'hui, je pense que les Jeux paralympiques sont un peu l'exemple de la manière dont il faudrait envisager le rapport entre les personnes dites en situation de handicap et les personnes dites valides, parce qu'en fait, on a une inversion en fait de la manière de regarder les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, dans le monde du travail, si on a des lésions durables ou des déficiences, on a un handicap avec un pourcentage. On est plus ou moins handicapé. Mais en fait, ce pourcentage-là n'a aucun sens en fonction de l'activité professionnelle que vous avez. Pour certains, avoir un bras en moins, ça ne leur permet pas de travailler. Et pour d'autres, effectivement, ça leur permet de travailler. Donc là, on voit en fait avec le système de classification, c'est qu'au lieu de regarder d'abord la personne et ses éventuelles incapacités, on regarde l'activité sportive en premier et on détermine quelles sont les personnes qui peuvent concourir dans des mêmes conditions d'égalité dans la compétition. J'ai beaucoup aimé lors de cette exposition au Panthéon les portraits sonores d'athlètes paralympiques qui sont présentés. On a notamment Coralie Gonzalez, une joueuse de goalball. Elle dit, et je la cite, être souvent perçue comme une personne handicapée faisant du sport et non comme une sportive à part entière. Et elle le regrette comme de nombreux para-athlètes, j'imagine, aujourd'hui. Oui, effectivement, il y a la question des mots est très importante. Et effectivement, donc, dans ces portraits sonores qu'a réalisé Agnès Gontier, on a cet enjeu parce que aujourd'hui, finalement, les athlètes veulent pas être enfin, un certain nombre d'entre eux, en tout cas, revendiquent le fait de ne pas vouloir être appelés para-athlètes, mais athlètes à part entière, parce que finalement, ce sont des sportifs qui réalisent des performances et ils sont dans une catégorie qui leur est propre, mais au-delà de ça, leur activité est purement sportive et tout à fait similaire à tout autre sportif. Ce qui m'a frappé également, c'est ce scandale des faux handicapés lors des Paralympiques de Sydney. C'était en 2000, au sein de l'équipe de basket espagnole. 10 des 12 basketteurs n'avaient aucun handicap mental. Ils avaient d'ailleurs dû rendre leur médaille d'or. C'est quelque chose qui est encore possible aujourd'hui ou depuis ce scandale, il y a toutes sortes de tests qui sont effectués en amont? Alors effectivement, ce scandale a interrompu finalement la participation des personnes qui ont un handicap mental aux Jeux paralympiques pendant plusieurs années. C'est qu'à Londres qu'ils ont été réintroduits sur quelques épreuves simplement, parce qu'il y a un travail en fait sur les classifications qui est un travail permanent qui vise à définir exactement dans quelles conditions on peut accéder. Et suite à cet événement, il y a aussi du coup un travail de test et de validation finalement de la catégorie qui est réalisé en amont des Jeux, qui est très important et qui est évident, essentiel, difficilement
qui n'est pas toujours évident à mener. Il nous reste quelques secondes. Au-delà de ces Jeux de Paris 2024, comment prolonger l'intérêt du public pour les handisports? On voit aujourd'hui l'engouement suite aux Jeux Olympiques, pareil pour les Paralympiques. Ça va se poursuivre après, ou il y a encore un travail essentiel à faire? Alors, il y a effectivement encore un travail essentiel à faire, mais qui a été engagé finalement pendant la période de préparation, notamment à travers le Comité paralympique sportif français et d'autres fédérations sportives qui essaient en fait de permettre à un grand nombre d'associations sportives d'accueillir des personnes en situation de handicap dans leurs associations. C'est le dispositif pour leur développer le nombre les clubs inclusifs. Et c'est quelque chose qui a commencé. Il y a 1000 projets en cours, mais sur 360 000 associations sportives en France, il y a encore beaucoup à faire. Mais il faut que les choses ne s'essoufflent pas finalement à la fin de l'événement et que les gens continuent à y penser et à avancer. Et continuent à être médiatisés également. Merci beaucoup Pierre-Olaf Schutt d'avoir été avec nous sur ce plateau et donc à nos téléspectateurs. Donc allez voir cette très belle exposition sur l'histoire des Paralympiques. C'est au Panthéon en ce moment à Paris. Merci beaucoup.